Bonjour à tous. Alors, je remplace en fait au pied levé David Wilgenbus, qui est le délégué exécutif de l'OCE, l'Office for Climate Education. Donc, je suis désolée si je ne suis pas aussi précise que lui, mais en tout cas, on peut compter ensuite sur les questions pour revenir sur quelques points si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc, l'OCE, c'est une initiative. Alors, le premier titre, c'était franco-allemande, mais c'est surtout international, dirigé vers l'éducation au changement climatique. Alors juste un petit mot, donc je m'appelle Lydie Lescarmontier, je suis responsable scientifique au sein de l'OCE et en fait de formation je suis glaciologue, donc j'ai travaillé 10 ans en recherche et maintenant je travaille plus sur les aspects éducation et donc faire le lien entre les scientifiques et dans le cas de l'OCE entre les scientifiques et les enseignants. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, le contexte international de l'OCE, c'est vraiment 3 volets différents. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense que vous êtes tous très au courant de ce contexte. Alors, le premier, c'est le statement de l'IAP, l'Inter-Academy Partnership, qui a montré en fait l'implication des académies internationales dans l'éducation au changement climatique. Ensuite, tout ce qui est objectif de développement durable, qui met sur papier de façon très précise les buts à atteindre. Et enfin, l'article 12 de l'accord de Paris, qui met en relief de nouveau les mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation et l'accès à la population de l'information dans le domaine des changements climatiques. Il y a quelques fondations, notamment la Main à la pâte, qui en fait abrite l'OCE et qui apporte aussi une certaine expertise, qui travaille déjà sur des ressources pédagogiques à destination des enseignants et sur le sujet du changement climatique. Donc voilà 4 ressources phares, 4 grands projets pédagogiques qui ont été menés ces 10 dernières années. Donc le climat, ma planète et moi, ma maison, ma planète et moi, l'océan, ma planète et moi, et enfin je suis écomobile. Donc ces projets, ils ont atteint 40 000 classes qui ont été impliquées. Donc c'est vraiment des écoles primaires et collèges. Donc c'est plutôt des petits niveaux. 1 million d'élèves, 14 000 enseignants qui ont été formés. Donc c'est des ressources pédagogiques qui sont accessibles en ligne, mais qui sont liées aussi à des formations d'enseignants ensuite. Et avec un temps moyen passé en classe d'environ 12 heures. L'approche de la main à la pâte, qui est aussi utilisée par l'OCE, c'est l'approche systémique. Donc notre cible, c'est les enseignants, mais en fait indirectement, c'est les élèves. Donc l'idée, c'est de pouvoir former les enseignants pour qu'eux ensuite soient capables de mettre en place des projets avec leurs élèves sur des thématiques pluridisciplinaires. Donc c'est des ressources pédagogiques qui sont gratuites, qui sont basées sur la mise en situation. Donc l'idée vraiment, c'est que l'élève soit en face d'un problème et soit amené à le résoudre par lui-même. Donc l'apprentissage est beaucoup plus intéressant et il y a d'autres choses qui découlent aussi de la réflexion. L'interdisciplinarité, c'est aussi des sites web collaboratifs et d'accompagnement individuel, ce qui permet aussi aux enseignants de discuter entre eux sur leurs projets et d'échanger leur expérience. Donc des formations, des conférences, et l'idée aussi d'impliquer la communauté scientifique au sein de l'éducation nationale. Alors ces projets, ils ont eu pas mal de succès. Alors là, je vous ai représenté les classes qui ont suivi le projet Ma maison, ma planète et moi. Donc au total, c'est 40 000 classes et 60 pays qui ont été impliqués. Donc ça montre bien qu'il y a aussi une demande de la part des enseignants en termes de ressources et de formation. Alors ça, c'était des projets très axés changement climatique. Après, il y a d'autres projets aussi en lien avec le développement durable qui ont été menés par la main à la pâte. Donc tout ce qui est éducation à la santé, vivre avec le soleil, manger, bouger pour ma santé, sur les écrans, sur l'environnement de manière générale ou les catastrophes naturelles. Et donc au total, sur ces 10 dernières années, c'est 20 000 enseignants formés, 100 000 classes et 2,5 millions d'élèves. Et il y a énormément en fait, d'initiatives telles que celle de la main à la pâte qui sont soit menées par des universités ou des institutions, même parfois par des scientifiques isolés en termes d'éducation.
Sauf que la faiblesse en fait de tout ça, c'est que chacun a tendance à un petit peu réinventer la roue de son côté. Donc l'idée de cette étude de préfiguration, c'était de mettre en place un bureau qui permettrait en fait à ces personnes-là et à ces institutions de collaborer et de mettre en place un projet plus grande échelle sur l'éducation au changement climatique. Donc, on a mené une étude de préfiguration donc, entre avril et septembre 2017. Et en septembre, on a réuni un ensemble d'éducateurs qui travaillent déjà sur ces thématiques, de scientifiques, notamment Jean Jouzel ou Annie Cazenave, donc des personnes qui sont très impliquées sur les thématiques de changement climatique, ainsi qu'un ensemble de communicants, de représentants d'universités, dans une école d'été, pendant laquelle ils ont réfléchi à la façon dont on pourrait mettre en place une initiative qui est aujourd'hui l'OCE. Donc voilà comment est né ce bureau. Et donc suite à cette rencontre, un statement a été signé qui s'appelle l'EOC Statement. Alors, quels sont les objectifs principaux de l'OCE ? Donc, la cible, c'est les enseignants, un peu comme l'idée de la main à la pâte, donc écoles primaires et secondaires, et les pays développés, mais surtout les pays en voie de développement. Parce que c'est eux qui sont les plus impactés par le changement climatique, et c'est là qu'on voit vraiment un manque crucial de formation. Donc l'idée, ça va être à la fois la production de ressources qui vont être gratuites et le développement professionnel de ces enseignants. L'originalité, donc c'est vraiment ce que je vous expliquais, ce qui a été montré par le statement de l'EOC, c'est l'implication d'un ensemble de partenaires différents, et notamment l'implication de la communauté scientifique, telle que le GIEC, l'Académie des sciences ou un ensemble de laboratoires. On travaille beaucoup avec l'Océan. D'ailleurs, l'OCE est basé à l'IPSL à Jussieu, donc vraiment pour être en lien le plus direct avec la communauté scientifique. Le travail de l'OCE va aussi être en phase avec les différents rapports du GIEC, mais je vais y revenir plus précisément. Et donc on va vraiment réutiliser cette approche systémique qui a fait ses preuves, donc avec la mise en place de ressources, puis un développement professionnel, un accompagnement des enseignants via un réseau qui soit international, mais aussi à l'échelle plus locale. Donc les ressources, elles seront libres de droit, gratuites et multilingues, et adaptées aussi à chaque thématique locale. Les ressources qu'on va développer pour le Bénin, elles seront complètement différentes de celles qu'on peut développer pour l'Allemagne, même si en fait l'idée derrière sera la même. Une coopération internationale avec un ensemble d'acteurs locaux et enfin le développement d'activités pédagogiques. Donc l'OCE, en fait, c'est un bureau qui est extrêmement neuf puisqu'il a été lancé à Paris en mars 2018. Donc moi, j'ai été recrutée à cette occasion. C'est une fondation qui est abritée par la main à la pâte, à la fois pour avoir cette expertise pédagogique, mais aussi tout simplement pour avoir un statut légal, tout simplement. Les membres fondateurs sont l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, Météo France, Météo Climat, le PIC, qui est en fait l'IPSL allemand, et enfin deux fondations, la fondation Luciole et Siemens. Alors voilà un schéma assez général qui montre en fait le fonctionnement de l'OCE. Donc comme je le disais, l'idée c'est pas de reproduire des ressources sur le changement climatique. On va le faire en partie, mais l'idée c'est vraiment de mettre en réseau toutes les personnes qui le font déjà et plutôt bien. Donc on va travailler avec cet ensemble de partenaires scientifiques et pédagogiques et surtout avec un comité scientifique et pédagogique qui va être là pour valider l'ensemble des ressources qu'on va créer. Donc l'idée c'est à la fois de former des enseignants de façon directe mais aussi indirecte en travaillant avec les acteurs locaux et puis ensuite voilà de mener ces projets jusqu'à atteindre les élèves de primaire et de collège.
Alors là, je vous ai mis une liste des partenaires opérationnels. Donc là, en ce moment, il y a à peu près 50 pays différents qui représentent ces institutions. Donc là, en France, j'en ai nommé une bonne partie, mais il y a aussi la Fondation Tara, le Muséum aussi d'histoire naturelle qui travaille avec nous. Et à l'échelle internationale, donc l'IAP, le FFE, etc. etc. Donc l'idée pour la première phase de lancement de l'OCE, c'est de travailler avec des régions cibles, parce que forcément pour l'instant on est une petite structure, donc il faut qu'on cible nos actions de manière à les tester aussi et de savoir de voir comment on va pouvoir les développer de façon un petit peu plus grande échelle ensuite. Donc on a 3 régions cibles. La première, ça sera l'Afrique de l'Ouest, avec le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc la première formation et le premier rassemblement local sera organisé en novembre. Sinon, on a aussi l'Asie, avec la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande. Et enfin, l'Amérique du Sud, avec la Colombie, le Chili et le Mexique. Alors, les ressources pédagogiques qu'on va développer vont être vraiment de différents types. L'idée, c'est de vraiment proposer des médias différents qui sont plus ou moins aussi bien adaptés en fonction des contextes locaux. Donc, à la fois de la documentation pédagogique, des simulateurs, des serious games, des témoignages à la fois de scientifiques sur le terrain ou alors tout simplement d'un pêcheur péruvien. Des projets de sciences participatives, des progressions pédagogiques et bien sûr des activités en classe. Donc ça va passer par des sessions d'entraînement avec des partenaires, notamment les partenaires locaux, des formations à distance. Donc l'idée, ce sera aussi de mettre en place des MOOC. Et la participation à des événements internationaux, notamment à la COP24, pendant laquelle on va organiser un side event. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment le catastrophisme, l'émotion sans raison, concentration sur les problèmes. Donc, l'idée, c'est pas juste d'apporter des informations dramatiques à ces élèves, c'est vraiment de les aider à comprendre des systèmes complexes, développer aussi leur esprit critique, savoir un petit peu quelles informations ils peuvent aussi croire ou pas, développer chez eux leur démarche d'expérimentation, le développement de l'empathie et surtout la concentration sur les solutions. Donc il y a énormément de sciences sociales qui vont représenter aussi les disciplines de ces ressources pédagogiques. Voilà, donc sinon des actions dans les écoles ou l'implication de la communauté locale. Alors les prochaines étapes de l'OCE. Donc pour nous, ça sera septembre 2018 avec la publication du rapport 1,5 degré de l'IPCC. Donc l'idée, c'est de créer un rapport qui soit à destination des enseignants à ce moment-là. Et on fera ça pour chaque différent rapport. Donc l'année prochaine, pareil, sur océan et cryosphère, puis ensuite sur l'utilisation des sols, etc., etc., jusqu'en 2022. En ce moment, on travaille sur un nouveau site web qui permettra aussi aux différents enseignants de se connecter, de télécharger des ressources. On travaille aussi sur la sélection des ressources avec nos différents partenaires. Donc si vous allez jeter un coup d'œil sur le site aujourd'hui, c'est encore un site temporaire et le finalisé sera sorti normalement en septembre-octobre. Donc voilà, donc là c'est un planning sur 5 ans, mais l'OCE aussi a vocation d'être pérenne, en tout cas on espère. Voilà pour moi, donc n'hésitez pas si vous voulez des informations à nous contacter à cette adresse ou à aller faire un petit tour sur notre site internet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour, Jérôme Servana du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Je suis venu avec François-Marie et Gilles. J'aurais d'abord une première question sur le contenu de la formation. Est-ce qu'en tant que climatologue, on pourrait fournir une information qui soit différente pour mieux toucher le public, pour mieux toucher les enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur dit « oh là là, il va faire 2 degrés de plus à la fin du siècle », bon, ça, on n'en fait rien. Ou est-ce qu'on leur dit, par exemple, dans 20 ans, une année normale, ça peut être ça. Une année probable, ça peut être ça. Donc, pour moi, il y a la question de l'incertitude, la gestion de l'incertitude. Et deuxième question, c'était sur la démarche. Vous avez parlé d'éveiller l'empathie, d'éveiller l'esprit critique. Est-ce que vous avez des liens avec l'économie bleue et Gunther Pauli et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Alors, pour la première question, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris précisément. Après, ce que je peux vous dire, c'est que nous, par exemple, la dernière formation qu'on a fait pour des enseignants français, en fait, on a travaillé avec Jean-Louis Dufresne, que vous devez connaître, qui est climatologue. Et l'idée, c'est d'animer des ateliers avec lui où voilà, on va avoir un pédagogue qui en lien avec un scientifique, va permettre en fait de mettre en situation les enseignants. Donc, typiquement, démontrer l'effet de serre. Donc lui, en fait, il a l'information scientifique, mais le pédagogue va être là pour vraiment développer l'approche de l'enseignant jusqu'à comprendre en fait au final quelle est l'information que le scientifique a mis en évidence. Donc on aime bien vraiment cette vision bipôle si on veut, parce que moi j'ai rencontré aussi, moi je suis scientifique, hein, donc je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont très très doués en communication, en pédagogie, mais il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir combiner les deux. Et je pense que oui, clairement, travailler avec des scientifiques c'est extrêmement important parce que quand on commence à regarder l'ensemble des ressources pédagogiques sur le climat, il y a malheureusement énormément d'erreurs, de raccourcis. Et c'est très important de travailler avec des personnes qui comprennent complètement l'information du départ, quoi. Parce qu'une simplification, elle est très différente d'un type à l'autre. Après, pour l'approche pédagogique, j'avoue que je ne suis pas familière avec ce que les différents types que vous m'avez décrits. Après, nous, l'idée, c'est vraiment la démarche... la démarche scientifique, passer d'une hypothèse à une autre, la vérifier ou pas, jusqu'à arriver à l'information finale. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc moi je fais assez souvent des interventions dans le public. En fait mon expérience c'est que les gens sont déjà convaincus que le changement climatique existe, qui va nous arriver. Le problème par contre c'est, vous avez évoqué leur parler des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là mon expérience là-dessus c'est que quand je vois les gens présenter quelles sont les solutions qu'il faut mettre en œuvre, les ordres de grandeur n'y sont pas du tout, quoi. En gros c'est il faut mettre ces appareils en veille ou des trucs comme ça. Alors que l'impact sur les émissions de carbone de la France sont absolument nuls. Par contre, quand j'explique aux gens qu'il faut arrêter de prendre l'avion, là on me dit ah ben non, on va quand même pas leur demander ça, quoi. Donc voilà, c'est quand vous dites oui, on va aussi leur dire quels sont les gestes qu'il faut faire. C'est des gestes vraiment utiles ou c'est du truc un peu pipeau que vous allez demander? Alors là, il ne faut pas oublier la cible en fait. La cible, c'est des enfants. C'est la cible indirecte, pour nous, c'est des élèves de primaire et de collège. Voilà. Et moi, je travaille pas mal avec les enfants. C'est les premiers pour porter la bonne parole, hein. Et indirectement, c'est aussi les parents qu'on veut toucher. Après, c'est un tout petit peu différent aussi. L'OCE, c'est vraiment... la cible, c'est les enfants et c'est les pays en voie de développement. Donc, c'est pas tout à fait la personne qui prend l'avion 3 fois par an pour aller en vacances. Donc,
Ouais, je comprends très très bien l'idée. Après, moi, je pense que si on est sensibilisé dès le plus jeune âge et qu'on a de très bons réflexes, ça permet aussi de construire des choses un petit peu plus tard. Moi, je suis convaincue que les enfants d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibilisés, ils sont beaucoup plus respectueux que voilà la génération peut-être de nos parents ou voilà. Donc je pense vraiment que l'intérêt est là. Après voilà, la cible est peut-être un petit peu différente. Oui, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un Ici. que je connais. Oui. Jacques-Olivier Garda, là je vais parler en tant que père de famille, parce que j'ai 5 enfants, donc des petits-enfants. Je rejoins un petit peu, je pense que dans les solutions, il ne faut pas non plus aller au trop simple, parce qu'ils sont en capacité de comprendre des choses compliquées. Ça, c'est un premier point. Et une deuxième question, réflexion. Les enseignants en France, surtout en école primaire, c'est beaucoup de littéraire, donc très loin de la démarche scientifique. Comment vous appréhendez cette contrainte je dirais, de diffusion d'une culture scientifique? Alors, l'idée, donc, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire et donc de mélanger le plus de matières possible. Aujourd'hui, à l'école, il n'y a pas d'enseignement sur le changement climatique. Et le changement climatique, c'est un mélange de plein de choses. Moi, j'avais travaillé sur un projet sur l'Antarctique. C'était un projet qui était mené par la prof de SVT, de physique-chimie, mais aussi la prof de français qui, du coup, a fait écrire des articles à ses élèves sur le sujet sur lequel ils avaient travaillé avec les autres profs. Donc je pense que vraiment, ces sujets-là, ils peuvent être transverses. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence à Vienne, où c'est pareil, il y avait des posters qui présentaient art et changement climatique. Donc je pense que vraiment, il y a des approches qui peuvent être... très différentes et au contraire utiliser un petit peu de tout, ça permet aussi de peut-être faire passer le message plus facilement. Excusez-moi. Oui, juste 2 petits points, c'est très bien. Il y a un aspect que j'ai pas trouvé qui est très facile à faire comprendre d'une certaine façon aux enfants, c'est l'aspect du fait qu'ils vont vivre quelque chose d'inédit. C'est-à-dire, c'est sûr, ça va pas être comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Et cette fulgurance du changement climatique, c'est facile de la faire capter aux enfants, je pense. Et c'est quelque chose de différent de la main à la pâte, parce que moi j'ai 50 ans, donc je suis allé dans les classes de mes enfants quand j'avais 20 ans ou 30 ans de moins, et j'ai fait des expériences de physique, tout ça, c'était génial. Donc je pense que c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous dites, c'est effectivement dans les conversations le soir avec leurs parents que les choses peuvent bouger. Mais quand même, je reviens sur la question précédente auquel vous n'avez pas, à mon sens, bien répondu, c'est que quand on est enseignant dans sa classe, donc plusieurs fois je suis intervenu dans des classes de primaire, maternelle, tout ça, les enseignants, ils sont bien avec ce qu'ils connaissent bien. Les enfants, ils le sentent tout de suite. Quand la maîtresse, elle dit un truc, mais elle sait pas tout ce qu'elle dit, ils le sentent. Et donc, c'est super important de bien les former pour que eux, ils soient à l'aise avec ça. Oui. Ils soient à l'aise, ils s'approprient avec leurs mots à eux, avec leur façon de penser à eux, des choses que ça paraisse pas plaqué. Sinon, on peut avoir un résultat qui n'est pas vraiment pertinent, finalement. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est sûr que des projets pédagogiques comme ça, ils seront pas menés si les enseignants les maîtrisent pas complètement. Il y a la main à la pâte qui a développé une ressource il y a pas très très longtemps, et c'est vrai qu'elle est d'assez haut niveau, et on voit tout de suite que les enseignants sont un tout petit peu plus réticents à l'utiliser parce qu'ils se sentent pas forcément très très confortables avec. Donc non, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont la première cible, parce que de toute façon tout doit passer par eux, quoi. Bon, c'est cool. Oui, juste Mathieu Arnoux, directeur du LEAD. Je suis historien. Et ce que je remarque, moi je soutiens absolument ces initiatives, et ça m'est moi aussi arrivé d'intervenir. Ce qui à chaque fois m'étonne, mais qui reflète un état du monde savant français, c'est la séparation stricte sciences sociales à l'intérieur de ce genre d'initiative. C'est-à-dire que c'est pas très difficile de trouver des gens de sciences sociales. Or, même si la réalité
est physico-chimique à un moment, ces effets sont de sciences sociales. Ouais. Et je crois que l'éducation qui consisterait à essayer de faire identifier par des enfants ce que c'est que la réalité climatique, non pas comme mesure et comme extériorité, mais comme intervenant directement dans des aspects essentiels de leur existence. Et de ce point de vue-là, l'intermédiaire, c'est la biologie, c'est-à-dire c'est la nourriture qui est quand même en jeu derrière ça, parce que à terme, c'est ça qui va quand même régler une partie des problèmes. Et là, il me semble que c'est... Bon, je crois qu'on va en reparler avec Jacques tout à l'heure. L'interdisciplinarité, c'est vraiment encore un grand chemin à faire pour une partie du monde savant. J'ai commencé à faire un petit tri sur les ressources pédagogiques qu'on a disponibles. Donc là, on en a environ 300. Je pense qu'il n'y en a pas peut-être 20% sur les sciences sociales. Donc clairement, il y a un gros problème. Et c'est vrai que l'adaptation, par exemple, ça passe quasiment que par ça. Donc oui, j'en suis complètement convaincue. Et c'est vrai qu'il existe encore un réel manque dans ce domaine-là. Oui. C'est sûr. Merci. Merci beaucoup à tous. On va s'arrêter pour l'instant pour les questions, mais on rappellera, Lydie, si tu veux bien revenir sur scène après notre présentation. Vous pourrez poser des questions à tout le monde.